Donc, vous êtes en train de dire que moi, je ne peux pas me lever de moi-même, réfléchir de moi-même et réaliser qu'on est exploité par la France à travers Alassane Ouattara. Je n'ai pas de tête pour réfléchir. Mais je peux réfléchir. Mais je dis, Macron, toi et moi, on est ensemble. Ouais. Moi, moi, je quitte pas la France, hein. Moi, si tu me vois quitter la France, là, c'est pas à ce moment-là, c'est qu'on n'a plus le pouvoir en Côte d'Ivoire. Si on prend le pouvoir, j'y rentre. Mais tant qu'on n'a pas encore plus le pouvoir ici, dans ton nez, ici, la France, là, nos aïeux sont morts pour libérer la France, là. Ton mot dia, Macron. Chaque matin, ton mot dia. Mais si là, c'est toi. J'ai déjà placé tous mes pions. Tu pousses ici, je pousse là-bas. Tu pousses ici, je pousse là-bas. On est ensemble, toi et moi. On est ensemble. Il y a beaucoup qui m'ont dit non, quitte. Je quitte pas. Je quitte pas. Je quitte pas. On est ensemble. Allez, vas-y, peut-être à Marseille, je peux te mobiliser les camarades. Il est parti à Lyon, en mai, là, à Lyon, pour aller mobiliser les camarades. On est ensemble, toi et moi. On va se dire, si la France est pour ton papa, là, tu as me dit ça. Moi, maudit, là. Tu as mis les balayettes, quoi. Moi, j'ai déjà tout prévu. Moi, j'ai un visionnaire. Moi, j'ai un visionnaire. Moi, je vois loin. Moi, j'ai tout prévu. Oh, n'a rien compris d'abord. Il n'y en a pas. Cher camarade d'Afrique. Il ne sait pas. Oh. Moi, aujourd'hui, là, il y a quelque chose qui m'a fait plaisir. D'ailleurs, on va commencer par le Sénégal. On va commencer par le Sénégal. Il y a quelque chose, cher camarade. Attends d'abord, ce qui m'a fait plaisir, là. Regardez. Regardez le gouvernement de Diomaye Faye. Vous voyez le gouvernement de Diomaye Faye? Attendez. Oh. Merde. Le camarade là. Le gars qui est là, que vous voyez là. Là. Au bout là. Lui là. Il s'appelle Aliou Sall, lui là. Il est au... Quand tu prends... Où sont... Voici Bachirou. Voici Sonko. Où Sonko arrêté là? Vers Sonko là. La dernière rangée là. Il est derrière. Il s'appelle Aliou Sall. Aliou Sall. On s'appelait ici pour faire les stratégies de marche pour le Sénégal. Aliou Sall. Quand je voulais des informations, je l'appelais. Il me donnait des informations par rapport à la marche. Il était le député, il était le représentant, le député de PASTEF ici en France. Il est nommé ministre. Il est rentré. Aliou Sall, j'ai son numéro, c'est mon gars. Il est ministre au Sénégal. Parce qu'il a combattu. Parce qu'il ne s'est pas laissé faire. Il est ministre au Sénégal. Tout ça, là, moi, ça me réconforte. Tout ça, là, moi, ça m'encourage. Le courage va... Alors là, le courage va me tuer. Non, prends pour 2025. Non, prends pour 2025. Moi, il va y avoir position. Aïe, il va y avoir position. Aliou Sall, le voici. Il est nommé ministre. On était ici ensemble, on marchait ensemble. Le voici, il est nommé ministre. Le voici. Aliou Sall, le voici. Ah, le voici ici. Aliou Sall. Le voici. C'est mon gars. Ils sont numéro de France. Il me demande si son numéro va passer encore. Mais en tout cas, après, il a appelé. Lui, il a appelé. On va clore dans cette affaire. Il faut que j'aille saluer le ministre Aliou Sall. Ah, tiens, j'ai salué le combattant Aliou Sall. Il faut que j'aille saluer le ministre Aliou Sall. Tiens, ça vous rien. Hein? Ah ouais, d'accord. Donc, tout ça, moi, ça m'encourage à mener le combat. Et ce combat sera mené. N'en déplaise à qui que ce soit. Ce combat sera mené qu'à la bord. Si on doit mourir, on mourir. Mais ce combat sera mené. Chers camarades d'Afrique, tapotez, mettez le cœur. Ibrahim Traoré, c'est un monsieur. Attends, j'ai allumé ça d'abord. Ibrahim Traoré, c'est un monsieur. Frère, il a envoyé de nouveaux vecteurs aériens. Ciao. En plus des missiles qui rentrent dans la forêt à guidage laser, qui va chercher les terroristes là où ils sont pour les frapper là. En plus de ça, il a fait venir d'autres vecteurs aériens. Chers camarades d'Afrique, je vais vous montrer la vidéo. Partagez la vidéo au maximum. Partagez au maximum.
Acquis grâce à vos multiples contributions à l'effort de paix, des vecteurs aériens développés par une société turque qui viendront intensifier la lutte pour la reconquête du territoire. Le chef de l'État a remis ce jour même l'ensemble de l'équipement au ministère de la Défense et des anciens combattants. Les précisions avec Bienvenue Thompson. Du 109 aura des combattants du ciel. Une douzaine de drones de combat acquis grâce aux diverses contributions des citoyens burkinabés. Un lot de vecteurs aériens que le chef de l'État met ce lundi à la disposition du ministère de la Défense et des anciens combattants. Sentiment de joie qui nous anime, de procéder ce matin donc à la réception d'abord et à la mise à la disposition de la défense d'un certain nombre d'appareils constitués essentiellement de Bayraktar TB2. C'est un appareil que vous connaissez déjà, mais maintenant avec la nouveauté des Akinci qui sont là depuis un bout de temps en phase de test et tous les tests ont été concluants. Et donc, c'est une fierté ce matin de confirmer que ces appareils rejoignent donc la flotte de l'armée burkinabé. C'est un renfort important dans le cadre de la reconquête du territoire national, assure le capitaine Ibrahim Traoré, confiant quant à la performance de ces appareils développés par une société turque. TB2 n'est plus à présenter, je pense qu'il fait ses preuves depuis le début de cette guerre. Et je pense que la nouveauté, c'est le Akinji. Et il a surpassé ses capacités techniques même que le constructeur avait prévues ici. On l'a soumis à de fortes épreuves dans ses capacités d'emport, d'endurance, de plafond, de vitesse, de performance. En tout cas, il a fait ses preuves. Et je pense qu'au cours du test, il a participé même à des missions de combat. Donc, ce sont des appareils très performants, fiables, que nous avons actuellement. Voilà. Au ministère de la Défense et des anciens combattants, c'est un ouf de soulagement. Le capitaine Ibrahim Traoré peut avoir la conscience tranquille, le matériel reçu sera utilisé à bon escient. Avec ce que les populations ont pu contribuer, nous avons une multitude d'engins de ce genre actuellement même dans le ciel. Qui scrutent, qui recherchent au besoin de retrouver et détruire tout ennemi. Aussi saluer le chef suprême des armées qui par rapport à sa vision et ses instructions fait en sorte que rien ne puisse nous manquer en matière de moyens stratégiques d'appui aux forces. Cette acquisition matérialise le dynamisme de la coopération entre le Burkina Faso et la Turquie, indique le capitaine Ibrahim Traoré, qui traduit ici ses remerciements au président turc Recep Tayyip Erdogan. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la coopération avec la Turquie se porte très bien. Se porte très bien et c'est l'occasion de remercier donc son Excellence M. Recep Tayyip Erdogan, président de la Turquie, qui a su donc conduire donc cette coopération comme il le fallait. On le remercie pour tout le soutien qu'il a pu apporter au Burkina Faso pendant cette phase importante de notre histoire dans cette guerre contre le terrorisme. Ce genre de partenariat dont on a besoin, sain et sincère. Et en tout cas, jusque-là, tout se passe très bien. Les remerciements vont aussi et surtout à l'endroit du peuple burkinabé qui s'est saigné pour que ce matériel de guerre foule le sol burkinabé. Tout ce que vous voyez, c'est grâce au peuple que nous pouvons acquérir ce genre d'appareils. Ces appareils vont augmenter notre capacité opérationnelle, ça c'est sûr. Certains appareils se retrouvent en maintenance, nous n'avons pas un certain nombre d'appareils pour faire le relais. Donc l'agrandissement de la flotte permet donc d'intervenir en temps opportun, d'avoir une surveillance permanente. Donc merci encore au peuple burkinabé qui a compris le sens du combat. Merci surtout pour cette contribution qui permet aux forces armées de pouvoir monter en puissance pour la défense de notre territoire. Cet arrivage s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique d'équipement des forces armées nationales. Reste, foi du ministre en charge de la Défense, une dernière phase de ce qui était prévu sur ce premier plan d'équipement. Ah non, c'est un 10. C'est un 10. C'est un 10. Aïe. C'est-à-dire qu'à l'air là, les terroristes eux-mêmes, c'est-à-dire qu'eux-mêmes vont se chercher, ils vont courir, ils vont fuir. Il y en a qui vont courir avec le caleçon sur la tête, mais ils les frappent. Il les babou, frère. Mais il les cherche même. C'est-à-dire que, mais c'est à quoi de ça, Draman Ouattara a envoyé hélicoptère pour aller agresser les gens. Parce que les terroristes n'arrivent plus à rentrer. Ils sont scrutés, ils sont recherchés, frère. Ils sont poursuivis, ils sont frappés. Ils sont traités avec efficacité. Et les opérations se poursuivent. Mais you don't mind.
Pendant ce temps, et c'est là, je vais rentrer en Côte d'Ivoire en même temps. Pendant ce temps, il y a un Waworo. Il y a un groupe de Waworo qui s'est formé en Côte d'Ivoire pour attaquer le Burkina Faso. C'est-à-dire que pour vilipender IB, pour essayer d'agresser, de manipuler le peuple burkinabé afin que ce peuple se lève contre IB. Mais cette force, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Front pour la défense de la République, FDR. Voici le porte-parole. C'est-à-dire que un Zozo, un Kodjougou, un Kafri, hein? Un Kafri, un Waworo, c'est-à-dire que un Kodjougou, c'est-à-dire que c'est lui qui se tient en Côte d'Ivoire pour lancer l'opprobre sur le gouvernement burkinabé, malgré les efforts inlassables fournis par IB et le peuple burkinabé qui ne cesse de soutenir en puissance ce gouvernement. Mais ils ont été reçus, d'après mes informations, ils ont été reçus par le ministre des Affaires étrangères qui est parti en Côte d'Ivoire avant-hier et qui a été reçu par Dramane Ouattara lui-même. C'est comme un peu d'Afrique. Le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, de la France, est arrivé à Abidjan avant-hier. Avant-hier ou hier, je pense. Il est arrivé à Abidjan. Il a été reçu par Dramane Ouattara lui-même. Et il a reçu ces jeunes-là pour leur donner l'argent, pour leur mettre les moyens à la disposition, avec eux, ils continuent, chers camarades d'Afrique, de manipuler le peuple burkinabé. Avec eux, le peuple burkinabé se désolidarise des IB. Je vous ai de mettre les cœurs. Vous ne mettez pas les cœurs, ils vont mélanger le direct. Mettez les cœurs, chers camarades. Mettez les cœurs. Je ne sais même pas. Cœur à la main, ça vous fait voir. Hein? Mettez les cœurs. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Ils ont été reçus. Le ministre, là, il est parti là-bas pour ça. Il est parti là-bas pour ça. Lui et puis Dramane Ouattara ont parlé du Burkina Faso et du Sahel. Donc, ils ont commencé, ils ont financé cette force, ce mouvement-là. Ils ont financé ce mouvement-là pour que ce mouvement-là puisse donner de l'argent à ces tentacules qui sont à l'intérieur du Burkina Faso, avec ceux-ci puissent mener une campagne de manipulation contre le pouvoir de IB. Ouais. Contre le gouvernement, contre le régime de IB qui travaille pour le peuple. Mais nous leur disons que nous sommes là. Nous sommes là. Nous, on est là. Donc, votre manipulation, là, ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas prospérer. Même si la France veut qu'elle aille vous donner des milliards, votre manipulation n'ira nulle part. Nulle part, votre manipulation ira. Parce que nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour lutter contre ça. Chers camarades d'Afrique. Quand je vous dis qu'on est en puissance et on avance en puissance et on va gagner ce combat, croyez-moi. Croyez-moi, chers camarades. Il est parti, il allait parler, le ministre là, il allait parler du franc CFA. Le franc CFA. Il allait parler du franc CFA là-bas. Mettez les cœurs sur Facebook, mettez les cœurs. Il allait parler du franc CFA parce que le Sénégal est en train de chercher par tous les voies et moyens pour quitter le franc CFA. Et si le Sénégal quitte, Gbagbo Laurent l'a dit. Gbagbo l'a dit. L'AES a déjà trouvé sa monnaie. Tout est déjà prêt. Ce qui reste à l'AES maintenant, c'est de fabriquer ses billets, de produire ses billets. Et le Sénégal va rejoindre la monnaie de l'AES, à coup sûr. Donc la France est en train de mourir de ce côté-là. Maintenant, ils sont allés parler de ça. Et ils ont parlé, chers camarades d'Afrique, de
la légitimité, de l'éligibilité du président Laurent Gbagbo pour les élections de 2025. Parce que vous savez que le président Laurent Gbagbo, Dran Ouattara, l'a condamné à 20 ans de prison. Une condamnation unique, farfelue, avec des magistrats corrompus. Mais on va essayer ici, chers camarades, peu d'Afrique. Gbagbo Laurent a dit, le président Gbagbo, quand il était à Beauville, il a dit qu'un texte sera produit mardi pour que chacun puisse savoir ce qui s'est réellement passé. Et puis on le menace, et puis on l'accuse, et puis on le rend inéligible pour 2025 là. On retire son nom de la liste électorale là. Ce qui s'est réellement passé pour que tous les Ivoiriens puissent savoir de quoi il s'agit. Le texte, il est là. J'ai mis sur ma page, mais je ne vais pas me limiter qu'à là. Je vais vous lire. Depuis 2010, et puis on dit, je vais vous lire ça. Parce que le texte, il faut que tout le monde soit à la place de Trocadéro pour dire non à la forfaiture que Dran Ouattara s'apprête à faire contre le président Gbagbo. Tout le monde, il faut que tout le monde soit là, chez les camarades peu d'Afrique. Donc, je vous donne lecture. Je vous donne lecture. C'est vrai que je n'ai pas encore lu. C'est vrai que c'est long, mais il faut que je vous donne lecture pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. Ben, vous là, vous ne lisez pas. Les Ivoiriens n'aiment pas lire. Voilà. Quand on parle de lecture, même, il commence à se déconnecter. Pompez les cœurs, hein, qui dit. Donc, écoutez, hein, lis ça. La ridicule affaire dite vol à la BCEAO est dans les banques commerciales. D'ailleurs, même, regardez, le samedi 13, là, le président Gbagbo sera investi solennellement et officiellement comme notre candidat pour 2025. Pour dire qu'il n'y a même pas question de parler de plan B. Voilà. Donc, on est parti. Depuis le 19 janvier 2018, le verdict rendu par le tribunal de la première instance d'Abidjan, agissant en matière correctionnelle dans l'affaire communément appelée braquage de la BCEAO, continue de polluer la vie politique en Côte d'Ivoire. L'on sait que la chambre correctionnelle du dit tribunal était entrée en voie de condamnation des prévenus pour les faits de vol à main armée opérés à la BCEAO dans diverses banques commerciales ivoiriennes durant la crise post-électorale et détournement de deniers publics. Vol à main même. Hein. Ainsi, le premier ministre Akin Ngbo et le ministre Désiré Dallo ont été jugés contradictoirement et condamnés à 20 ans de prison ferme sans mandat de dépôt. Déjà, violation de leurs droits. Le président Laurent Gbagbo et le ministre Justin Katina Koné, jugés par défaut parce que le premier était encore dans la prison de la CPI et le second était en exil au Ghana. Un mandat d'arrêt international avait été émis contre celui-ci. Les deux prévenus avaient été condamnés également à 20 ans de prison ferme dans leur délibéré délirant. Les juges de la chambre correctionnelle ont mis à la charge des condamnés des dommages et intérêts de 329 milliards de francs CFA, 500 millions d'euros, représentant le préjudice qu'auraient subi les victimes des faits imputés aux condamnés. C'est-à-dire que la honte même est étonnée. La honte même est étonnée. C'est-à-dire que un dommage et intérêt de 329 milliards que les prévenus devraient payer. Que les prévenus devraient payer pour préjudice causé aux victimes. Quelles victimes? La BCEAO même dit qu'il n'a pas volé.
Camarades, mettez les queues, s'il vous plaît. Mettez les queues, pompez les queues. Je continue de lire. Hein. Dans le narratif des juges de la chambre correctionnelle, le ministre Justin Koné-Katina était reconnu coupable en tant qu'auteur principal. Par la suite, le 6 octobre 2018, le chef de l'État a pris l'ordonnance numéro 2018-669 du 6 août 2018 portant amnistie. Cette amnistie a paradoxalement effacé les faits considérés comme des infractions à l'égard de tous, y compris de l'auteur principal, sauf à l'égard du président Laurent Gbagbo qui a été condamné comme complice. Là, il faut que je vous explique un peu. Zombra soit salué depuis ta position. Il faut que je vous explique un peu. Dramane Ouattara a pris une loi pour amnistier tout le monde par rapport à la case de la BCEAO. Le principal auteur qui était lui n'a pas été amnistié. Hein. Ceux qui sont principaux auteurs même là, ils ont été amnistiés. Eux là, eux n'ont rien fait encore. Hein. Eux, leur affaire là, c'est géré. Mais le président Laurent Gbagbo, qui est complice là, qui a été jugé comme complice là, lui n'a pas été amnistié. Cette sélectivité de l'ordonnance d'amnistie à son égard, ajoutée aux conditions ubiesques de son procès, explique mieux l'unique objectif poursuivi par le dit procès. L'unique objectif poursuivi par le dit procès. On va aller pas à pas. Même si personne, y compris leurs pourfendeurs les plus endoctrinés, ne croient à la moindre culpabilité des 4 condamnés, il importe cependant, pour les besoins de l'histoire, de revenir à la crise post-électorale dans sa déclinaison économique et financière. J'ai eu l'avantage de connaître mieux cet aspect de la crise post-électorale pour 2 raisons essentielles. La première tient du fait que, en tant que ministre en charge du budget, j'ai été appelé dans le cadre de mes fonctions à jouer un rôle de premier plan dans la gestion de cette crise dans sa dimension économique et financière. C'est Katina qui parle. Hein. La seconde raison procède des poursuites judiciaires engagées contre moi par le gouvernement ivoirien alors que j'étais en exil. Arrêté le 24 août 2012 à l'aéroport d'Accra, j'ai dû me défendre dans un procès en extradition diligentée par la justice ghanéenne pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire. Ce procès qui a duré plus d'1 an s'est dénoué à ma faveur le 30 août 2013. Le juge qui connaissait de cette affaire avait rejeté la demande d'extradition. Dans son délibéré, le juge avait trouvé les accusations portées contre moi non fondées et avait conclu qu'il ne trouvait pas d'autre explication à cette demande d'extradition que des motifs politiques. Des motifs politiques. Ce procès qui a porté sur les mêmes faits que ceux pour lesquels nous serons condamnés à Abidjan m'a donné l'avantage de connaître les pièces à charge contre moi. C'est l'exploitation de ces pièces et de certains documents que j'ai à ma possession du fait de mon ancienne fonction ministérielle qui me permet de répondre à la problématique que
que soulève notre condamnation. Notre condamnation qui continue de survivre à l'amnistie prise le 6 octobre 2018, uniquement aux dépens du président Laurent Gbagbo. Cette polémique est désormais posée dans les termes suivants. Chers camarades peu d'Afrique, mettez les cœurs par la vidéo. Mettez les cœurs par la vidéo. Je suis en train de lire le texte dont le président Laurent Gbagbo a parlé à Beauville. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce texte que je suis en train de lire. Donc mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Pour ne pas que les gens aillent vous mentir devant là-bas. Là. Ce qui s'est passé, c'est en train de vous le dire ici. Le président Laurent Gbagbo a-t-il commis les infractions à titre d'auteur ou de complice de vol à main armée à la BCAO ou dans les banques commerciales? Le président Laurent Gbagbo... Non mais attends, vol à main armée? Le président Laurent Gbagbo aurait commis un vol à main armée? Mais Ouattara... Le président Laurent Gbagbo s'est-il rendu coupable à quelque titre que ce soit de détournement de deniers publics au détriment du trésor public? La période concernée par ces questionnements du 4 décembre 2010 au 11 avril 2011. Pour répondre à ces questions, dans un souci dictatique, nous proposons une démarche chronologique autour du dualisme action-réaction. En d'autres termes, quelles sont les actions posées par les adversaires du président Laurent Gbagbo pendant la crise post-électorale et quelles ont été les réactions de ce dernier? Tout en analysant ce dualisme action-réaction, il importe nécessairement de le mettre chacune des composantes de ce dualisme en rapport avec la loi ivoirienne, compris au sens générique. Aussi, proposons-nous d'organiser notre démarche autour des axes suivants. La chronologie d'une tentative illégale d'asphyxie de l'État ivoirien. Les mesures correctives légalement prises par le président Laurent Gbagbo pour déjouer le piège de l'asphyxie économique et financière posée par la coalition de ses adversaires. 1. Chronologie d'une tentative illégale d'asphyxie orchestrée contre l'État de Côte d'Ivoire, contre l'État ivoirien. Les mesures de rétorsion engagées par la coalition anti-Laurent Gbagbo entre le 4 décembre 2010 et le 11 avril 2011 ont été implémentées en deux phases. Une première phase qu'on pourrait qualifier de préliminaire. Donc il a fait le travail. Une seconde phase qui pourrait être qualifiée d'active B. Il y a le plan A et le plan B. La phase préliminaire A, le 28 novembre 2010, a eu lieu le deuxième tour de l'élection présidentielle qui a opposé les candidats Laurent Gbagbo, président de la République sortant, et Ouattara Alassane. Le 2 décembre 2010, ces élections connaissent leur dénouement par la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle de 2010 par le Conseil constitutionnel déclarant le président Laurent Gbagbo vainqueur. Le 4 décembre 2010, celui-ci prête serment devant le Conseil constitutionnel. Ayant été envoyé de nouveau à ses charges, le président Laurent Gbagbo procède à la nomination du Premier ministre Gilbert Marie Aké Ngbo
par le décret numéro 2010-309 du 5 décembre 2010. Le nouveau Premier ministre forme son gouvernement entériné par le décret 2010-3012 du 6 décembre 2010. Le 7 décembre 2010, le Conseil des ministres sous la présidence effective de son Excellence le président Laurent Gbagbo. Chers camarades, peu d'Afrique, pompez les cœurs, pompez les cœurs. Entre-temps, le candidat Ouattara Alassane, qui a refusé de reconnaître les résultats définitifs de l'élection présidentielle proclamée par le Conseil constitutionnel, prête également serment par lettre écrite envoyée au Conseil constitutionnel le 4 décembre 2010. Évidemment, celui-ci rejette ce deuxième serment. Donc le Conseil constitutionnel a rejeté le serment de Dran Ouattara. C'est finalement le 6 mai 2011 qu'il prêtera serment après le renversement Manu du Laurent Gbagbo. Pour arriver à cette fin, le candidat Ouattara et la coalition nationale et internationale portée par la France, utilisait tous les instruments de rétorsion dont les plus inédits étaient les tentatives d'étouffement économique de l'État ivoirien. Dans la phase préliminaire, diverses initiatives ont été prises pour démarcher les cadres civils et militaires afin de les détourner du président Laurent Gbagbo. Ces démarches sont menées par certaines chancelleries, notamment françaises et américaines. La chancellerie française et américaine. Oh, merde, c'est quoi tout ça là? Camarades, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Est-ce que vous m'entendez quand je parle là? Est-ce que vous m'entendez quand je parle? Je suis sur Baro connaît l'Africain. Est-ce que vous m'entendez quand je parle là? Mettez le cœur si vous m'entendez. Dites, on t'entend parfaitement. Si vous m'entendez bien. Sinon, on va couper le direct pour relancer là. Ça fait chier là. Au niveau financier et bancaire, la BCEAO devient un enjeu stratégique majeur pour le contrôle de l'État. Aussi, plusieurs démarches furent-elles diligentées en direction du gouverneur de la BCEAO, Dakouri Tablé, Philippe Henry, pour le convaincre de collaborer avec le gouvernement du Golfe que le candidat Ouattara avait formé pour s'opposer au gouvernement formé par le président Laurent Gbagbo, à qui la Constitution donnait une base légale et légitime du fait du serment à lui donné par le Conseil constitutionnel, et ainsi tour à tour. Voilà. Ainsi tour à tour. Écoutez très bien. Monsieur Ouattara Alassane appela deux fois le gouverneur de la BCEAO. Puis monsieur Albert Twackes, agissant en qualité du ministre de plan du gouvernement du Golfe, est allé à Dakar rencontrer le gouverneur de la BCEAO, M. Adama Kone, agissant comme DG du Trésor du gouvernement du Golfe, aussi entrepris pareil démarche en direction du gouverneur de la BCEAO. Concomitamment, toute l'administration française se mobilisa pour couper les sources de financement de l'économie ivoirienne. La France. D'abord, l'ambassadeur de France au Sénégal, M. Nicolas Normand, entreprit de démarcher le gouverneur Dakouri en y mettant toutes les forces de menace
et détermination sans succès. Le gouverneur de la Banque de France, M. Christian Noyer, monta au créneau et connut la même information que l'ambassadeur. Le 19 décembre 2010, Madame Christine Lagarde, ministre de l'économie de France, adressa le courrier référencé 004552 directement au gouverneur de la BCEAO pour lui dicter la conduite à tenir, c'est-à-dire ne permettre les mouvements de compte de l'État à la BCEAO qu'au seul préposé nommé par celui que le gouvernement français considère comme le président de la République, M. Alassane Ouattara. Vous avez vu comment la France a mis son bas-pied dans notre affaire. Vous avez vu non? Comment la France a mis sa bouche, sa bout de vipère dans notre affaire. Vous avez vu, non? Voilà. C'est ça qui me... C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on ne peut pas s'entendre avec la politique française. On ne peut pas s'entendre, là, on s'entend comment? Non. C'est quoi ça? Putain. Excusez-moi. Voilà. Le gouverneur de la BCEAO, à qui aucune disposition, ni légale, ni statutaire, ne donne compétence pour s'opposer à la légalité constitutionnelle d'un État souverain, de surcroît, l'État le plus important en termes de puissance économique, de l'institution qu'il dirigeait est resté constant dans sa position en résistant à toutes ces tentatives assorties de menaces, ayant constaté l'échec de la phase préliminaire, la coalition anti-Gbagbo entama la phase active des mesures de rétorsion. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont, toutes les menaces qu'ils ont faites en direction de Dakouri, Tablé, il a refusé là. Maintenant, ils vont passer au plan B. Ils vont passer au plan B maintenant. B. La phase active des mesures de rétorsion. Cette phase s'est déroulée dans un ordre chronologique bien établi, suivant des étapes dont la sévérité montait crescendo. Tout commença le jeudi 23 décembre 2010, lorsqu'une réunion extraordinaire du ministre de l'UEMOA, fut convoquée à Bissau. Comme il fallait... Oh, tiens, il n'y a pas le faux là. Il n'y a pas le faux là. Oh, vraiment, le gars là, il me fait chier. Comment là, je viens? Monsieur. Monsieur. Oui. J'ai pas le faux? S'il te plaît, j'aimerais bien te parler juste deux minutes. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, j'ai fait pas mal de vidéos sur le tapage nocturne. Tu peux voir aussi sur la vidéo sur YouTube qu'est-ce que ça veut dire le tapage nocturne. Si on peut s'arranger entre voisins, il n'y a pas de souci. Sinon, je vais déposer plainte. Ok. Je vais déposer. J'ai pas mal de vidéos sur vous. Vas-y. Ok? Vas-y. On s'arrange. Amicalement. Frère. Non, mais... Si je veux descendre chez moi... Non, dans ce cas, non, attends. Monsieur, je vais te dire... Monsieur, non, vous abusez. Ça fait un mois. Non, attends. Ça fait un mois. Attends. À 3 h du matin, à 5 h du matin. À 5 h du matin. C'est vrai ou pas? C'est quel matin de quoi?
À 5 h du matin, tu parles encore. Bon, ok, vas-y. 5 heures, 4 Vas-y, heures. fais ce que tu as fait. Ok. Fais ce que tu as fait. Si la police vient chez moi. Vas-y, appelle la Voilà. police. Fais ce que tu as fait. Voilà, Vas-y. ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, tu m'as dit. Est-ce que là, il parle fort? Plaisantin comme ça, bâtard là. Dendugu flete. Raboude, Waworo, Soroka. T'es où même? T'es où même? Voilà. Voilà, donc tu reprends. Hein. Tout commença le jeudi 23 décembre 2010, lorsqu'une réunion extraordinaire des ministres de l'UEMOA fut convoquée à Bissau. Comme il fallait s'y attendre, cette réunion demanda au gouverneur de la BCEAO de ne reconnaître que les personnes nommées par M. Ouattara comme ayant seule la qualité à travailler avec la BCEAO, c'est-à-dire à mouvementer le compte du trésor public les comptes du trésor public qui sont ouverts à la Banque centrale. Cette réunion avait été urgemment convoquée pour empêcher le gouvernement ivoirien de procéder au paiement des salaires de fin du mois de décembre dont les États avaient été déjà déposés au trésor pour paiement dès le 21 décembre 2010. Vous avez compris? Ce même jeudi 23 décembre 2010, avant même que les conclusions de la réunion extraordinaire des ministres de l'économie de l'Union ne fût connues, les deux banques françaises, la SGBCI et la BCC, refusèrent d'ouvrir leurs portes pour servir les fonctionnaires dont les salaires avaient été virés la veille, c'est-à-dire le 22 décembre 2010. Elles n'ouvriront leurs portes que tard dans l'après-midi pour certaines agences et d'autres le vendredi 24 décembre sur insistance du gouvernement ivoirien. Le lundi 27 décembre 2010, la direction de la banque de la BCEAO, la direction de la BCEAO transmit un courrier au gouvernement ivoirien pour l'informer des conclusions de la réunion extraordinaire des ministres de l'économie de l'Union. Quand on dit l'Union, c'est l'UEMOA de l'Union. Ayant relevé la détermination des autorités légales ivoiriennes de ne point céder devant les décisions du Conseil des ministres de l'UEMOA, le samedi 22 janvier 2011, un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement, cette fois-ci de l'UEMOA, fut convoqué à Bamako. Ce sommet procéda au limogeage sous le couvert d'une démission du gouverneur Dakouri, jugé trop conciliant avec le gouvernement ivoirien. L'intérim du gouvernorat de la BCEAO fut confié à M. Jean-Baptiste Marie-Pascal Compaoré, alors vice-gouverneur de la BCEAO pour le compte du Burkina Faso. Le dimanche 23 janvier 2011, le gouverneur par intérim de la BCEAO envoya un fax à la direction ivoirienne de la représentation nationale de la BCEAO pour lui faire injonction de fermer toutes ses agences sur toute l'étendue du territoire national. Pour donner effet à son injonction, le 26 janvier 2011, il fut interrompu depuis Dakar le système informatique de gestion de la compensation interbancaire. Ce fut le prétexte qu'attendait
les banques françaises opérant en Côte d'Ivoire pour jouer leur partition dans la mise à mort de l'économie ivoirienne. Le lundi 14 février 2011, la PCC ferma sans préavis toutes ses agences sur l'étendue du territoire national. Pour encourager les autres banques françaises à en faire autant, le même 14 février 2011, une dépêche de l'AFP annonça que le gouvernement français se félicitait de la fermeture des banques françaises en Côte d'Ivoire. 3 jours plus tard, le temps de mieux s'organiser à cette fin, le 17 février 2011, la SGBCI donna suite à l'appel du gouvernement français et procéda à son tour à la fermeture. Elle sera suivie le lendemain par la BAO et la CIB. Pour comprendre la logique politique de la fermeture de ces banques dans le contexte ci-dessus à rappeler, il faut rappeler que ces 4 banques logeaient à l'époque les comptes de plus de 70% des fonctionnaires et des agents du secteur privé. L'objectif de tout ce schéma diabolique visait à créer la révolte des populations contre le gouvernement et à faire chuter le régime Gbagbo. Toute chose qui soutiendrait les allégations de la victoire de M. Ouattara. En effet, l'image d'une foule chassant le président Laurent Gbagbo aurait été incontestablement la preuve qu'il avait perdu les élections. En réaction à ces mesures totalement illégales, il fallait donner des réponses urgentes tout en respectant la loi en toutes circonstances. Maintenant sur 2 mesures de la rétention illégale corrigées par des réponses légales. Le dualisme entre l'action et la réaction dans le cadre de la crise post-électorale pose en lui-même le problème de la légalité des mesures de rétorsion et celle des mesures correctives prises en réaction à celle-là. A, grand A, de l'illégalité des mesures de rétorsion prises par la BCEAO et les banques françaises et les banques. Cette illégalité procède à la fois des textes qui régissent la BCEAO et l'activité bancaire en Côte d'Ivoire et la pratique observée dans l'histoire de l'UEMOA depuis l'indépendance des pays membres. Aucune disposition dans les textes qui régissent la BCEAO et l'UEMOA ne donne pouvoir au Conseil des ministres de trancher un conflit électoral interne à un pays membre. Première illégalité. C'est une compétence exclusive des institutions internes des pays membres. Or, le Conseil constitutionnel avait tranché le contentieux électoral en Côte d'Ivoire en faveur du président Laurent Gbagbo. Les ministres nommés dans leurs différents pays excusez-moi. Les ministres nommés dans leurs différents pays sur la base des compétences constitutionnelles reconnues à leur mandat, les chefs d'État et de gouvernement, ne pouvaient
se réunit et prend des décisions qui s'opposent aux décisions du Conseil constitutionnel d'un État membre. Déjà, c'est illégal. C'est ce que le gouvernement ivoirien a répondu à la BCEAO quand son gouverneur a signifié à l'État ivoirien les conclusions de la réunion extraordinaire des ministres de l'économie et des ministres de l'économie de l'Union tenue à Bissau. Cette compétence n'est même pas reconnue à la conférence des chefs d'État et de gouvernement, l'instance la plus élevée de l'Union qui, selon l'article 7, alinéa 2 du traité de l'Union de l'UEMOA, définit la orientation de la politique de l'UEMOA. Elle décide de l'adhésion des nouveaux membres, de l'exclusion des membres de l'UEMOA et prend acte du retrait des membres. Voilà ce que lui doit faire. Cette instance n'a aucun pouvoir pour s'opposer à la constitution d'un État membre. Voilà comment ils étaient dans l'illégalité totale face à Gbagbo. Les décisions prises par la réunion des ministres de la BCEAO du 23 décembre 2010 et endossées par la conférence des chefs d'État de gouvernement du 22 janvier 2011 manquaient indiscutablement de base légale. Quant à la décision de fermer des banques de la BCEAO en Côte d'Ivoire prise par le gouverneur par intérim de la BCEAO, elle n'avait non seulement aucune base légale, mais pire, elle violait les statuts de la BCEAO. En effet, l'article 9 des statuts de la BCEAO, en ses alinéas 2 et 3, fait obligation à la BCEAO de veiller à la stabilité du système bancaire et financier de l'UEMOA et de promouvoir le fonctionnement et assurer la supervision et la sécurité des systèmes de paiement de l'UEMOA. Or, en interrompant le système électronique de la BCEAO en Côte d'Ivoire, la plus importante économie de l'UEMOA, c'est bien tout le système bancaire de l'Union qui était ainsi perturbé. En effet, au 11 janvier 2011, près des 2 et 3 des bons du Trésor, près des 2 tiers des bons du Trésor détenus par les banques de l'Union étaient émis par l'État ivoirien, soit 603 milliards de francs CFA sur un total de 1045 milliards. Donc la Côte d'Ivoire avait 2 tiers de l'argent de la BCEAO. Le montant des paiements atteindrait 408,7 milliards en fin du premier trimestre 2011 et 604,3 milliards en fin de décembre 2011 à cause des décisions illégales prises par le Conseil des ministres. Cette perturbation du système bancaire est révélée dans le rapport annuel de la BCEAO pour la gestion 2011. La décision de fermeture des banques locales était également infondée en droit. En effet, l'activité bancaire est régie par la loi 90-590 du 25 juillet 1990 portant réglementation de l'activité bancaire en Côte d'Ivoire.
loi votée quand l'actuel chef de l'État était Premier ministre. L'économie de cette loi énonce clairement que l'activité bancaire s'exerce sous la tutelle administrative du ministre en charge des Finances. Les articles 29 et 30 de cette loi révèlent mieux cette tutelle. Ainsi, l'article 29 de cette loi précise que sont subordonnés à l'autorisation du ministre des Finances, les opérations suivantes réalisées par les banques et les établissements financiers ayant leur siège en Côte d'Ivoire. Tout transfert du siège à l'étranger, toute dissolution anticipée. Quant à l'article 30, il précise que sont également subordonnés à l'autorisation préalable du ministre des Finances toute mise en gérance ou cessation de leur activité bancaire en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que s'il doit faire une activité bancaire en Côte d'Ivoire, s'il doit arrêter une activité bancaire en Côte d'Ivoire, il faut que le ministre des Finances soit d'accord. Vous avez compris? Mettez le cœur, mettez le cœur. Ces deux articles, à eux seulement, suffisent pour affirmer que la fermeture des banques était absolument illégale puisque ces banques ont fermé sans même un préavis ni du ministre des Finances, ni même des clients dont elles sont dépositaires de l'argent. C'est à cause de cette illégalité que le tribunal de première instance d'Abidjan, saisi en matière civile par deux unions syndicales de fonctionnaires, avait condamné la BCC et la SGBCI à verser 10 milliards de francs CFA chacune en dommages et intérêts aux dites unions syndicales pour avoir refusé d'ouvrir leur guichet pour payer les salaires aux fonctionnaires alors que les 10 salaires avaient été effectivement virés sur leur compte. Par la suite, le président du tribunal de première instance d'Abidjan avait pris l'ordonnance numéro 1100/2011 du 18 février 2011 par laquelle il autorisa les deux unions syndicales à opérer une saisine conservatoire sur bien corporel et incorporel de la BCC et de la SGBCI pour sûreté pour le paiement de la somme en principal de 20 milliards de francs CFA. Ces mesures de rétorsion n'étaient pas seulement illégales au regard des textes, mais elles étaient inédites et distinguaient de la pratique antérieurement observée dans la sous-région. C'est-à-dire que la pratique coloniale, c'est ça que ça veut dire. Ouais, ils ont suspendu live ici, sur TikTok. Mettez les gars. Il dit Macron veut nous empêcher de parler. Macron veut nous empêcher de parler, mais tu ne peux pas nous empêcher de parler. Tu apprendras ici. Du point de vue de la pratique dans la sous-région, jamais l'UEMOA et la BCEAO ne s'étaient ingérés dans des affaires politiques internes à un État. Même dans les pires cas de rupture de l'ordre constitutionnel. Dans la zone UEMOA, mis à part l'exception sénégalaise, tous les pays ont connu au moins un coup d'État. Dans aucun des cas, la BCEAO et l'UEMOA n'y avaient joué le moindre rôle d'arbitre
où n'avait soumis les peuples de ces pays à autant de mesures violentes et illégales. La particularité de la situation ivoirienne est que le principal belligérant opposé au président Laurent Gbagbo, c'est-à-dire la France. Le principal belligérant opposé au président Laurent Gbagbo, c'est-à-dire la France, était en même temps le vrai propriétaire de la BCEAO et le patron de la zone monétaire. Il suffit de se référer au courrier de Madame Christine Lagarde ci-dessus pour se convaincre, pour s'en convaincre. La France a voulu utiliser pour asphyxier les populations ivoiriennes selon la technique du bois constructeur. La bataille était devenue idéologique entre l'ordre ancien et le nouvel ordre que le président Laurent Gbagbo incarne dans les rapports entre la France et ses anciennes colonies. Il fallait trouver les ressources mentales et l'intelligence nécessaires pour mener cette autre bataille d'égal à égal avec l'adversaire français qui joue maintenant à découvert la première fois depuis 2002 contre le président Laurent Gbagbo. Il ne fallait surtout donner aucun prétexte pour se faire prendre à défaut au niveau de la légalité de la réponse à donner aux actes illégaux posés par l'adversaire. C'est pourquoi, à toutes ces tentatives illégales d'étouffement du pays, le président Laurent Gbagbo a su répondre en s'appuyant sur la loi dans son pays, sur la loi dans son acceptation la plus large. Chers camarades, Gbagbo c'est un titan. Excusez-moi. Hein. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. B. La légalité des mesures de sauvetage de l'économie nationale prises par le président Laurent Gbagbo. Pour répondre à toutes les manœuvres visant à asphyxier le pays, le président Laurent Gbagbo a pris deux mesures phares qui sont la réquisition du personnel ivoirien et des bâtiments de la BCEAO sur le territoire national et la nationalisation des cartes banques. Toutes ces mesures ont été prises conformément aux lois ivoiriennes. Elles ont toutes une base légale irréfutable. 1. La légalité de la réquisition de la BCEAO. Non, c'est-à-dire que Katina et son groupe, ils ont fait un travail de titan. Frère, tout est élaboré, tout est détaillé. En réaction à la décision du gouvernement par intérim de la BCEAO de faire fermer dès le 24 janvier 2011 les agences de la BCEAO en Côte d'Ivoire, le président de la République a pris le décret 2011-29 du 25 janvier 2011 portant réquisition de la direction nationale ainsi que des agences nationales de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest et du personnel national. Ce décret trouve son fondement dans la loi 63-04 du 17 janvier 1963 relative à l'utilisation des personnels en vue d'assurer la promotion économique et sociale de la nation, ainsi que son décret d'application numéro 63-48 du 9 février 1963. Les deux premiers actes sont clairs quant à l'objectif et à la
traçabilité des opérations de la BCAO sous la réquisition. Primo, le décret prescrivait que les services ordinaires de la Banque centrale et les opérations de la Direction générale du Trésor furent assurées dans les conditions prévues par la loi et les règlements intérieurs. Donc, tout devrait fonctionner selon les règles établies avant la réquisition. Tout a effectivement fonctionné ainsi. Le personnel ne peut contester la légalité du décret pris en la circonstance. D'ailleurs, personne n'a jamais attaqué la légalité du décret de la réquisition. Dans une autre analyse, nous expliquerons pourquoi ce décret est inattaquable. C'est conscient de sa forme que, dans la croisade judiciaire menée contre le président, aucune instance d'instruction ou de jugement n'a remis en cause la légalité de sa réquisition. Il est parti à la CPI là. Ils n'ont pas pu faire sortir affaire de banque, affaire de casse de la BCAO là-bas. C'est parce que le président Gbagbo a fait tout dans les règles de l'art. Secondo, à la prise de la possession des locaux, un état descriptif, et s'il y a lieu, un inventaire établi en présence du directeur national de la BCAO ou de ses représentants, ou à défaut d'un représentant de la municipalité. Ces documents sont signés contradictoirement par les représentants de l'autorité requérant et les personnes susvisées. L'un des exemplaires de ces documents sera remis à la BCAO ou à celui agissant pour son compte et l'autre exemplaire à l'autorité requérant. Toutes ces mesures ont été observées par l'État de Côte d'Ivoire. En effet, l'agence centrale a été ouverte le 26 janvier 2011 en présence de Madame Hassan Né Ziriga Kouon Jeanne, alors conseillère de M. Denis Ngbre, directeur national de la BCAO et représentant celui-ci, et M. Diali Zie, assurant l'intérim du directeur national. L'autorisation requérante était représentée, l'autorité requérante était représentée par le ministre Justin Katina Kone. Il était accompagné des personnes suivantes. Sami Bi-Irié, commissaire divisionnaire major, directeur général adjoint de la police chargé de la sécurité publique, représentant le ministre de l'Intérieur, Diané Bitra Benoît, préfet de police d'Abidjan, représentant le procureur de la République. Grand colonel-major, conseiller technique au ministère de la Défense, représentant le ministre de la Défense. Des lieutenants de police, Onité Palais, Djedje Clément, Nyone Kalo, Rosalie, Boibo, Coco Maxime, tous du commissariat de police, premier arrondissement du plateau. Autorité policière territorialement compétente. Oulaï Crépin, Seka, Nda Richemont et Keita Yakuba,
tous huissiers de justice. C'est-à-dire que là aussi, tout a été fait dans les règles de l'art. C'est devant toutes ces personnes qui sont autant de témoins que les locaux de la Banque centrale ont été ouverts sans la moindre infraction sur instruction de la représentante du directeur national de la BCEAO, comme le précise le rapport dressé par le commissaire divisionnaire major Sami Bi-Irié, qui termine son rapport par la phrase suivante. Nos investigations qui ont débuté le 26 premier mois 2011 à 15 h ont pris fin le 2 2011 à 14h30 sans incident. Donc, là avait le casse de BCEAO avec braquage de BCEAO à main à main là. Voilà, on dit ici c'est faux. Avant de pénétrer dans l'enceinte de l'agence centrale, le préfet de police représentant le procureur de la République a appelé celui-ci pour l'en informer. En fait, un fait remarquable, plus de 97% du personnel local avait répondu à la réquisition. Les 3% restants étaient en congé. Certains avaient même écourté leurs vacances pour reprendre le service afin de répondre à la réquisition. L'enthousiasme du personnel qui avait accompagné la réquisition était la preuve suffisante que le président Laurent Gbagbo était l'autorité à laquelle les Ivoiriens se reconnaissaient. Cet enthousiasme se constata également dans la mise en œuvre de la nationalisation des banques, dont l'ouverture a été également marquée du sceau de la légalité. 2. Légalité de la nationalisation des banques. En réaction à la fermeture illégale des banques, le président de la République a pris 4 décrets de nationalisation des 10 banques. Ce sont les décrets 2011-54 du 17 février 2011 portant transfert de la propriété de la BCC dans le patrimoine de l'État de Côte d'Ivoire. Décret 2011 du 55 du 17 février 2011 portant transfert de la propriété de la SGBCI dans le patrimoine de l'État de Côte d'Ivoire. Décret 2011-56 du 17 février portant transfert de la propriété de la CIB dans le patrimoine de l'État de Côte d'Ivoire. Décret 2011-57 du 17 février 2011 portant transfert de la propriété de la BIAO dans le patrimoine de l'État de Côte d'Ivoire. Les 2 premiers décrets ont été effectivement implémentés parce qu'ils concernaient les premières banques qui avaient fermé leurs portes d'une part, et d'autre part parce que ces banques étaient des banques françaises qui avaient décidé de mener le combat de leur pays contre les intérêts d'un pays dans lequel elles exerçaient depuis des dizaines d'années et où elles ont fait fortune. Dans la mise en œuvre de la nationalisation des 2 banques, le ministre de l'économie et des finances a introduit une requête le 18 février 2011 au nom de l'État de Côte d'Ivoire auprès du président du tribunal de première instance d'Abidjan aux fins d'ouverture des portes de la BCC et de la SGBCI.
Le même jour, le président du tribunal de première instance a pris l'ordonnance numéro 114/2011, dans laquelle il ordonna l'ouverture des portes de tous les bureaux des banques BCC et SGBCI, ceci avec l'assistance de la force publique en cas de besoin. Comme on peut le constater, tout a été exécuté dans le décret des lois de l'autorité judiciaire. L'on ne vole quand même pas avec l'autorisation du juge et en présence de la force publique et des huissiers de justice. On ne peut pas voler avec ça. Donc le juge aussi vole, les huissiers aussi volent, les policiers aussi volent, les autorités policières et volent aussi. Donc ça c'est faux à faire. Il reste cependant une question importante qui se rapporte à la matérialisation même du vol, compris comme soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Y a-t-il eu des vols opérés pendant la crise post-électorale? Assurément oui, mais pas de la part des légaux de la Côte d'Ivoire ou de leurs préposés. Certains témoignages clés sur ce point bien précis suggèrent de rechercher les voleurs ailleurs. C'est la matérialité des vols. Il convient de retracer les cas de vol au niveau de la BCEAO et des banques commerciales. Au niveau de la BCEAO. On dit de chercher ailleurs les voleurs. On va aller les chercher. Les dépositions faites par les responsables de la BCEAO et de la banque commerciale devant le procureur de la République et devant le juge d'instruction dans le cadre des enquêtes et des instructions de l'affaire dite de vol à main armée de la BCEAO sont formelles. Il n'y a jamais eu de vol à la BCEAO, du moins pas pendant la période de la réquisition. 3 témoignages font foi en l'espèce. Il s'agit du témoignage du directeur national de la BCEAO, de certains directeurs de banques commerciales au moment des faits et de la réponse du ministre de l'économie et des finances à une requête de la Cour des comptes en 2015. Tous ceux-là disent qu'il n'y a pas eu de vol de la BCEAO au moment des faits, et que pendant la crise post-électorale. Monsieur Armand Ayaye Jean-Baptiste, le représentant de la BCEAO dépêché spécialement de Dakar pour reprendre du service en Côte d'Ivoire après le 11 avril 2011, qui a pris fonction le 20 avril 2011, a été entendu par le procureur de la République, M. Kofi K. Simplice, le 20 juin 2011. Nous reprenons l'intégralité de sa déposition dans les parties relatives au présumé vol. Procureur lui pose la question. Parlez-nous du vol à main armée à la BCEAO relayé par la presse. Armand Ayaye Jean-Baptiste. Comme je n'étais pas présent au moment des faits, je ne peux dire s'il y a eu vol à main armée de la BCEAO. La BCEAO fait
un inventaire pour connaître les montants exacts des sommes retirées pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire. Deuxième information majeure se dégage de la réponse du directeur national par intérim de la BCEAO. C'est-à-dire que le gars il est venu, on lui a posé la question, est-ce que la BCEAO a été volée? Il dit non. Lui n'était pas là, mais de toute façon, lui l'a vu, là, la BCEAO n'a pas été volée. 4 mois après les faits, et 2 mois après sa prise de fonction, le directeur national par intérim de la BCEAO ne pouvait affirmer qu'il y a eu une soustraction frauduleuse d'argent à la BCEAO. Il était évident que celle-ci, si elle a eu lieu, aurait dû forcément faire l'objet d'un rapport détaillé qui lui aurait été remis par les autorités de la BCEAO qui ont dirigé pendant la période de la réquisition. À moins que ces derniers ne se fussent rendus complices de ce vol. Or, comme le dit M. Armand Ayaye Jean-Baptiste dans sa déposition devant le procureur de la République, les principaux dirigeants de la BCEAO pendant la période de la réquisition ont été rappelés au siège de la BCEAO à Dakar où ils ont continué d'exercer. Il s'ensuit donc que la BCEAO ne les a pas poursuivis dans le prétendu vol qui a eu lieu. Au contraire, ils ont été maintenus dans l'effectif de la BCEAO et ont continué de servir cette banque. S'il y a eu vol dès sa prise de fonction, le directeur intérimaire, M. Armand Ayaye Jean-Baptiste, aurait été informé immédiatement par ses prédécesseurs. Il n'a pas besoin d'attendre la fin de l'inventaire pour connaître non pas le montant du vol, mais selon ses propres dits, le montant exact des sommes retirées pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que, là, j'explique un peu. Monsieur Ayaye, là, quand il est arrivé, là, quand il a été nommé en Côte d'Ivoire, là, les gens qu'il a trouvés, là, il ne les a pas renvoyés. Ils n'ont pas été aussi inculpés pour compléter le vol. Ces gens ont travaillé, étaient là. Ils ont travaillé pour Gbagbo. Donc eux là, qui ont travaillé pour Gbagbo là, ils n'ont pas été inculpés pour vol. Hein. C'est Gbagbo seul qui est voleur. Vous avez compris? Et même Ayaye lui-même, quand il est arrivé là, on lui a posé la question, est-ce que la BCEAO a été volée? Il dit non, la BCEAO n'a pas été volée. Deuxième information importante de la disposition du sieur Armand Ayaye Jean-Baptiste. La BCEAO a effectué un inventaire pour connaître le montant total des sommes qui en ont été traitées pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire. Non seulement M. Armand Ayaye dit clairement que l'argent utilisé pendant cette période appartient à l'État et non à la BCEAO, mais mieux, il indique clairement qu'un inventaire des opérations menées pendant cette période a été fait. Cet inventaire est déterminant pour la manifestation de la vérité. La disposition de M. Dogoni Suleiman, alors directeur général de la Banque de l'Habitat de la Côte d'Ivoire, BHCI, est encore plus claire sur l'existence de vols commis à la BCEAO. Cette déposition a été enregistrée le 26 mai 2011 à 11h10. Le procureur de la République, pose question. Durant la crise post-électorale, plusieurs infractions ont été commises aux dépens de la BHCI. Quelle est votre part de connaissance de ces faits, Monsieur Dogoni? Comme dans n'importe quel système bancaire,
Nous avons travaillé normalement jusqu'à ce que le lien soit coupé entre la BCEAO et le système bancaire ivoirien. Je voudrais indiquer qu'il y a deux grandes catégories de banques. Les principales banques privées et les principales banques publiques, appelées aussi banques nationales. Les banques majeures qui logent 70% des comptes des fonctionnaires et du secteur privé ayant fermé, les banques nationales comme la BICI ont été réquisitionnées de fait pour remplacer les banques fermées et elles devraient payer les salaires des clients. Je voudrais indiquer que nous recevions les fonds dédiés au paiement de la BCEAO. Donc, lui, il reconnaît que l'argent qui a été retiré de la BCEAO, ça lui a été envoyé pour payer l'argent des fonctionnaires. Donc, lui, il reconnaît qu'il a payé l'argent des fonctionnaires dans ces temps-là. Donc, Gbagbo n'a pas pris l'argent pour aller à sa maman. Il a payé l'argent des fonctionnaires. Le gouvernement ivoirien ne dit pas autre chose dans sa réponse à une requête de la BCEAO sur certains comptes du trésor public. En effet, 10 ans durant, le gouvernement ivoirien a été MEF CAB-01-20 du 13 mars 2009 fixant les modalités de recours aux avances de trésor. Cette régularisation est nécessaire pour établir l'harmonie entre les engagements budgétaires et les comptes du trésor public. Il y va de la sincérité de la comptabilité de l'État. Dans son rapport pour la gestion 2018, rendu public, la Cour des comptes a révélé que non seulement le compte 470 n'a pas été apuré, mais en plus, il s'était accru. Il était ainsi passé de 102 milliards 464 763 097 francs CFA à 107 milliards 183 88 813 francs CFA. Le gouvernement, dans sa réponse, justifia la persistance de ce compte par le fait que le montant inscrit correspond au salaire payé par avance sur la période de crise post-électorale de décembre 2010 à janvier 2011. Décembre 2010, janvier 2011, février 2011. Non régularisé du fait de l'ordonnance numéro 2011-007 du 14 avril 2011, par laquelle l'État de Côte d'Ivoire n'a pas reconnu les opérations effectuées au cours de cette période. Là, il y a un problème. Ouattara a pris l'argent des gens. Il a pris 102 milliards des gens. Il a pris 102 milliards des gens. Et au lieu de payer l'argent des gens, il ne paye pas. Il dit, lui, il a utilisé cet argent-là pour payer le salaire des fonctionnaires que Gbagbo a aidé à payer.
Alors que, on se rappelle très bien, les salaires n'ont pas été reçus deux fois. C'est le salaire que Gbagbo a payé là, que les fonctionnaires ont pris à Abidjan. Décembre 2010, janvier 2011, février 2011. C'est l'argent que Gbagbo a payé là, que les gens ont pris. Toutes ces dispositions attestent de ce que les fonds utilisés pour payer les salaires étaient les fonds du trésor public logés à la BCEAO. Ce n'était donc pas des fonds de la BCEAO. La BCEAO a mouvementé les comptes du trésor sur la base de la signature des différents comptables publics dont les spécimens avaient été déposés à la BCEAO pendant tout le temps qu'il occupait les 10 postes. Si la BCEAO avait mouvementé les 10 comptes sur la base de signatures non enregistrées à son niveau, elle se serait rendue coupable de complicité de vol. Or, ni le ministre en charge de l'économie, ni celui en charge des finances, ni le Premier ministre, a fortiori le président de la République, n'avait de signature sur un compte du trésor à la BCEAO. Chers camarades, moi-même, je suis Woro. Je suis Woro. Vous voulez qu'on continue ou bien qu'on arrête pour lire le reste des bains? Sinon, je n'ai pas de gueule. Vous voulez qu'on continue ou bien qu'on arrête? Si vous voulez qu'on continue, mais si vous voulez qu'on continue, mettez on continue. Je suis Gbagbo connaît l'Africain. Je suis Woro. Vrai, là, je suis Woro. Hein? C'est-à-dire que là, Ouattara a volé de l'argent, 102 milliards. Il a pris l'argent, 102 milliards. Et il a menti, il dit, lui, il a pris ça pour payer les salaires des fonctionnaires. Que Gbagbo n'a pas payé. Alors que Gbagbo a réquisitionné les banques pour payer les salaires des fonctionnaires. C'est quoi tout ça? Hein? À ce propos, il convient de rappeler comment fonctionnent les postes comptables du Trésor. La signataire d'un poste comptable du Trésor en est pénalement et pécuniairement responsable jusqu'à ce qu'un nouvel assignataire soit nommé et que la passation de charge entre l'assignataire entrant et le sortant ait été durement faite. De ce qui précède, les comptables publics assignataires d'un différent compte ne pouvaient se détacher de leurs obligations, de leur chef, sans s'exposer à de graves conséquences. Et nul ne peut leur reprocher d'avoir fait fonctionner leur poste comptable sous le prétexte d'une crise politique. Vous comprenez? Non, je vais lire la partie là jusqu'à... Je vais lire la partie là jusqu'à... Peut-être ici. Voilà, jusqu'à la mentalité de vol. Voilà. Je vais lire la partie là. Voilà. Cependant, la réponse de l'État au reproche de la Cour des comptes sur le compte d'attente invite à se poser une question fondamentale. Que sont-ils devenus les 200 millions d'euros que la France, à travers l'AFD,
l'Agence française de développement, avait octroyé à l'État de Côte d'Ivoire après le 11 avril 2011 pour, dit-on, apurer les arriérés de salaire. La réponse à cette question peut aider à comprendre l'ubiesque condamnation du président Laurent Gbagbo dans cette affaire abracadabrante dit de casse de la BCEAO. Ah, d'accord. Donc, Ouattara a pris 200 milliards, environ 300 milliards de la BCEAO, l'argent que la France lui a prêté et le compte d'attente. Ouattara a volé tous ces jetons-là. Donc, comme il ne sait pas comment justifier le jeton, il dit que Gbagbo a braqué la BCEAO. Il dit que Gbagbo a braqué la BCEAO. L'argent que Gbagbo a pris pour payer les fonctionnaires, là, il dit c'est faux. Gbagbo n'a pas payé les fonctionnaires. Gbagbo a pris cet argent-là pour aller déposer à maman. Donc, les 200 millions que la France lui a donné là, c'est ça lui l'a pris pour payer les fonctionnaires. Sur 3 mois. Décembre, janvier et février. Donc, c'est pourquoi il a collé ce problème-là sur Gbagbo. Vous comprenez? Ça, il faut qu'on vous explique ça. Pour qu'on puisse comprendre. Hein? Non, demain, il faut que je lise le reste. Il faut que je lise le reste. En effet, tout juste après l'éviction manu militaire du président Laurent Gbagbo du pouvoir, le gouvernement français a alloué un prêt de 200 millions d'euros, environ 260 milliards de francs CFA, au gouvernement de M. Ouattara pour, dit-on, payer les salaires comme l'a annoncé une dépêche de l'AFP du 21/4/2011. On peut lire dans cette dépêche les propos de Madame Christine Lagarde, la pétasse, alors ministre de l'économie, qui dit: j'ai signé aujourd'hui la garantie de l'État français qui permet à l'Agence française de développement de débloquer un prêt dont la première tranche sera versée avant la fin du mois d'avril. Ces 200 millions d'euros permettront de faire face aux besoins urgents et notamment aux arriérés des salaires. Ce premier versement sera suivi peu plus tard d'une deuxième tranche de 150 millions d'euros. 350 millions d'euros. Draman a mis fait dedans. Vous avez compris? Vous avez compris, chers camarades? On lui donne l'argent, il faut payer le salaire qu'il a payé. Salaire qu'il a payé, là. On lui donne l'argent, il faut payer. Il a mis fait dans l'argent. Donc il dit c'est Gbagbo qui a volé l'argent. Eh, il y a du Draman. Il y a du. Toi, tu as mouru les yeux ouverts. Ça là, je vais lire le reste demain. Là, je suis fatigué, moi je suis fatigué. Voilà, je suis fatigué. Et puis demain, je dois me réveiller à 6 h. Parce qu'à 7 h, on doit partir à la mosquée. Donc je vais lire le reste demain. Je vais prendre une photo. Il faut que je vous lise le reste demain, chers camarades. Je vais prendre une photo de là où on est arrivé. Voilà. Ce bras. Ce n'est plus même plus loin. Ce n'est plus long. Je vais lire le reste demain. Donc, camarades, vous qui êtes restés, vraiment, chapeau. Chapeau à vous. Parce que Ivoiriens n'aiment pas lire. Africains n'aiment plus lire. Quand on lui donne... C'est-à-dire que si tu veux cacher un secret, là, ton secret, mets dans le livre, va exposer, on va lire. Ton secret va rester comme ça. Mais on lit pour vous, maintenant, vous n'aimez pas ça.
Et moi, j'étais comme ça. Coucou, je veux partir en baigne. Donc, camarades d'Afrique, je vous dis merci. Tout en vous invitant le 13 avril à la place Trocadéro jusqu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire, nous allons nous prendre. On va se laisser. On va se prendre demain, si peut-être à Dieu. Demain, il y avait au moins 3 directs. Au moins 2. Au moins 2. Parce que Ramadan est fini. Maintenant, il y aura man. Voilà. Ramadan est fini, mais bon, que Dieu accepte le Ramadan. Et tout. Donc, chers camarades d'Afrique, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de l'école en 2025, Inch'Allah. On est ensemble, les gars.